Saint-Denis a pris le ballon. Il va passer. Au nord. Bonsoir à tous et bienvenue dans Les Thierry pour cette 3e émission. Quel bonheur de vous retrouver, de nous retrouver pour cette spéciale édition équipe de France. Ce soir nous serons 4, nous avons un invité exceptionnel, Thierry Ultra. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry, merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être là. Au sommaire de cette émission, nous avons donc un grand débat sur l'équipe de France. Quel niveau cette équipe de France pour les matchs de préparation à la Coupe du Monde, de qualification à la Coupe du Monde même. Chacun donnera son 11 titulaire et chacun jouera à Didier Deschamps 2.0. Ensuite, nous enchaînerons sur la traditionnelle séquence, on s'en fout pas. Puis nous terminerons sur le quiz fait par notre Thierry Vélo national. Exactement, rendez-vous en fin d'émission. Ça va être du lourd ce soir, Thierry. Un quiz aux petits oignons. Mais pour commencer, nous allons débuter avec les éditos. Celui de Thierry Vélo qui va nous parler de Ronan Lavillenie et de Armand Duplantis. Un duel de chat perché. T'as dit Armand. Ouais, Armand. T'as dit même Renaud. Merci Thierry de me tendre cette perche, car oui, aujourd'hui, je souhaitais revenir sur le mano à mano exceptionnel qu'il y a actuellement entre Ronan Lavillenie et Mando Duplantis, qui fait vibrer tous les amoureux de sport depuis plusieurs semaines. Alors avant d'évoquer avec vous les performances de ce début d'année, je pense qu'il est important de comprendre le profil des deux garçons. D'un côté, Ronan Lavillenie, 34 ans, star de la discipline dans les années 2010, avec en point d'orgue 2 moments magiques, son titre olympique à Londres en 2012 et son record du monde battu en 2014 devant les yeux de Sergei Bubka à 6,16 m. Record depuis février 2020 battu par la pépite suédoise Armand Duplantis, 21 ans, nouvelle star de la discipline à 6,18 m. Alors oui, le saut à la perche est une discipline très particulière qui mêle beauté, dextérité et performance athlétique. On ne se bat pas contre un adversaire, mais plutôt pour décrocher les sommets. C'est ainsi sur ces bases que le duel entre Lavillenie et Duplantis s'inscrit. Il n'y a pas d'adversité entre les deux, mais plutôt une émulation commune, une envie de tutoyer les sommets. Et depuis que ce duel existe, on retrouve d'ailleurs le Français à un niveau exceptionnel. Il l'a encore prouvé le week-end dernier en franchissant 6,06 m chez lui en Auvergne, réalisant ainsi le 3e meilleur saut de sa carrière. 2021 est déjà une saison historique avec déjà 6 sauts à plus de 6 mètres, 3 pour le Suédois, 2 pour le Français. Et prochain rendez-vous entre les deux, cette semaine en Pologne avec les championnats d'Europe en salle qui s'annoncent grandioses avant de les retrouver pour un sommet mondial au JO cet été. L'occasion d'écrire un moment de légende, duel qui nous tient en haleine et qui permet à l'athlétisme de se doter d'une histoire passionnante 4 ans après la retraite d'Usain Bolt. Merci Thierry pour cette super édito avec cette prise en hauteur sur... Ah oui, voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Nous allons passer maintenant à notre Thierry Ultra, l'invité du jour, qui va nous donner son coup de gueule sur les horaires de diffusion des matchs de Ligue 1 sur Canal+. Thierry, à vous. Et oui Thierry, un petit coup de gueule sur la diffusion de la Ligue 1. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'arnaque Mediapro, de l'incompétence de la Ligue qui signe des contrats, on va dire quasiment les yeux fermés, de la stratégie Canal+ pour récupérer les droits TV. Mais est-ce qu'on a parlé une seule fois des supporters ? Petit coup de gueule sur les horaires de match. Un dimanche à 13h ou un dimanche à 15h, mais en fait, est-ce qu'ils connaissent la vie des Français ? Je ne pense pas. Parce que si en Italie, peut-être il est de coutume qu'on regarde les matchs à 13h en famille, le foot est une religion, on regarde les matchs du Napoli ou de la Juve en famille, on met la télévision pendant le repas, c'est une chose. En Angleterre, c'est encore autre chose, c'est de mentalité de passer le week-end au pub à regarder tous les matchs de la Première Ligue ou le maximum possible. Mais en France, on n'a pas du tout la même culture supporter. Le dimanche, déjà, c'est la journée du football amateur. Le dimanche après-midi, tu as les petits clubs de quartier ou les petits villages qui jouent. Et puis, les gens qui s'intéressent pas forcément au foot, le dimanche, ils vont se promener en famille, ils vont déjeuner. Et par contre, le mec qui allume la télévision à 13h pour regarder Dijon-Rennes, et il se prend une assiette dans la gueule, je crois. Hein. Donc voilà, c'est petit coup de gueule là-dessus. Je pense il faut revenir aux fondamentaux, à savoir les matchs le soir, le samedi. C'est fait pour la Ligue 1, c'est le soir, à 20h, 18h, 19h, vous voyez avec les diffuseurs. Mais le foot, c'est le soir pour des stades en vie et de la télévision. Voilà. Merci Thierry pour ce super édito. Je pense un avis qui sera partagé par nos auditeurs. Un vrai coup de gueule d'un ultra. Pour certains, les auditeurs c'est du bon sens, je pense. Seront d'accord avec vous. Nous allons maintenant passer à notre Thierry Tribunka qui a, je crois, un coup de cœur sur un jeune prodige, un enfant prodige, comme dit-on,
Quel est Future star. Rovanperä? Tout à fait. Et mon coup de cœur, voilà, il est pour ce formidable pilote. Puisqu'à 20 ans et 150 jours, ce dernier se retrouve en tête du championnat du monde des rallyes pour la première fois de ses carrières. Vous vous rendez compte? En revanche, c'est pas la première fois que Rovanperä fait preuve de précocité. Puisque l'an dernier, lors du rallye de Suède, il me semble, il fut le plus jeune pilote de l'histoire à se hisser sur un podium d'une manche WRC en accrochant une 3e place. Et oui, à seulement 19 ans, 4 mois et 16 jours. À ce rythme, je pense qu'on peut dire que le jeune Finlandais pourrait même chipper à son compatriote et patron d'écurie chez Toyota, qui se nomme, vous l'aurez deviné, Personnellement. bravo, Jari-Matti Latvala, le statut de vainqueur le plus précoce. Oui, car Latvala a glané sa première victoire à 22 ans et 10 mois. Autant dire que cela n'est plus qu'une question de temps pour Kalle Rovanperä. Au terme de l'Arctic Rally de Finlande, Rovanperä a décroché une précieuse seconde place, signant au passage la meilleure performance de sa carrière en terminant à seulement 17 secondes de Ott Tanak. Obtenant un résultat proche de la perfection, il est à souligner que le local de l'étape est même parvenu à rafler les 5 points qu'offre la Power Stage aux côtés de son copilote Altunen. Mais le plus important dans tout ça, c'est que Monsieur Rovanperä est leader du championnat actuellement et qu'il devient le plus jeune pilote à avoir cet honneur dans l'histoire de cette merveilleuse discipline. Alors que Sébastien Ogier trouble fête des espérances des pilotes de sa génération depuis de nombreuses années, vous l'aurez remarqué, tirera sa référence en fin de saison. Son retrait permettra peut-être à ses camarades de se disputer les titres dès l'année prochaine. Cependant, les Tanak, Neuville, Evans et compagnie peuvent déjà craindre de devenir les proies d'une jeunesse certainement étincelante nommée Kalle Rovanperä. Bravo Thierry, magnifique. C'est un coup de cœur et on passe à l'inverse, un coup de gueule pour terminer ces éditos par Thierry, le futur marié, un coup de gueule je crois sur l'Olympique Lyonnais ou plutôt l'arbitrage il me semble. Oui, merci Thierry pour ce passage. Donc, il est vrai que je ne pensais pas parler de ça ce soir, mais au compte tenu des déclarations qui ont lieu dimanche soir après le match Lyon-Marseille, je suis obligé d'en parler. On a vu les déclarations, je pense que tout le monde les a vues, celle de Juninho, de Rudy Garcia, suite au match au Vélodrome, où évidemment, comme d'habitude, les Lyonnais se sont plaints de l'arbitrage. Quand ça ne tourne pas dans leur sens, ça va contre eux. Donc c'était juste un conseil pour Rudy Garcia et pour Juninho. Je leur conseille de rester à leur place. Je sais que Juninho a très envie et très impatient de remplacer son père spirituel qui est Jean-Michel Aulas, et qui ressort les mêmes marottes et les vieilles marottes qu'il a toujours senties depuis son règne en 87. Mais il faudrait changer de disque et arrêter d'inculper toujours les arbitres, Monsieur Milo pour ne pas le citer dimanche, car le sort du match n'a pas été dépendant de l'arbitrage dimanche. Alors que Juninho remplisse son rôle de directeur sportif, que Garcia fasse la même chose en tant qu'entraîneur et arrête de pleurer. Je vous rappelle juste que la semaine d'avant, il y a 15 jours, Lyon-Strasbourg, on a le jeune Thomasson qui est exclu après 15 minutes de jeu, alors qu'il y a 0-0 dans le match. Effectivement, Lyon gagne le match à la fin, donc ça on n'en parle pas. Et enfin, pour clôturer sur le match de dimanche soir, Lyon, pour se dire, a perdu le match tout seul, a perdu 2 points tout seul, puisqu'ils menaient 1-0, ils avaient le match en main, en supériorité numérique en milieu de terrain, il y a Depay qui jouait en 10 en plus, ils étaient 4 contre 2 au milieu de terrain, Marseille ne sortait pas la tête de l'eau, et puis ils ont perdu le match tout seul, comme ils ont presque fait ça la semaine passée à Brest, où ils mènent 3-0 à la mi-temps, ils prennent 2 buts en deuxième, et si on n'a pas Casper dans les buts, jamais ils gagnent le match à Brest. Donc je pense que chacun devrait rester à sa place, chacun dans son rôle, avoir un peu plus de panache, un peu plus de grinta. Cette équipe joue au talent mais complètement en manque d'agressivité sur le terrain. Et comme disait Pelé, celui pour qui la victoire ne compte pas ne gagnera jamais rien. Ça c'est dit. Ouais, toujours Ça, une citation en fin d'édito. Bravo Thierry. Merci. On passe tout de suite au débat du jour. C'est parti, jingle. Et nous passons tout de suite au débat du jour, spécial équipe de France et Euro 2020-2021, en fonction de comment on veut l'appeler, pour recontextualiser un petit peu l'Euro. Donc nous serons dans le groupe de l'Allemagne, groupe F, avec l'Allemagne, le Portugal, la Hongrie. Ça sera le groupe le plus dense de cet Euro, je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point. Un Euro qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. La question du jour, elle va être très simple. L'équipe de France va-t-elle ou peut-elle remporter cet Euro ?
Et oui, c'est la grande question. C'est vrai, 3 ans finalement après son titre mondial en Russie, l'équipe de France revient dans une compétition internationale et se confronter à 23 équipes qualifiées. Alors, je pense qu'on peut lister déjà les favoris de cet Euro. Bien sûr la France, l'équipe de Belgique, l'Angleterre, le Portugal ou encore l'Espagne. Je sais pas si vous en avez. Les Pays-Bas, Thierry, vous pensez pas les Pays-Bas. Moi j'ai mis les Pays-Bas. Insider, pourquoi pas. J'ai mis les Pays-Bas en favoris. Ils sont dans un groupe quand même assez facile, le groupe C. Pour rappel avec l'Autriche notamment et l'Ukraine. Je pense qu'ils vont sortir facilement de ce groupe. Je pense qu'il ne faut pas les négliger, les bons vieux Hollandais volants. On n'a pas cité les Italiens. L'Allemagne, ils sont sûr. toujours dans les grands rendez-vous, donc il faut pas les oublier non plus. Après, ça reste évidemment de grandes équipes, donc de fait de s'appeler l'Italie, les Pays-Bas, on reste des potentiels favoris ou des bons outsiders, mais... Et puis t'as toujours une petite équipe qui va aussi tirer son Oui, la épingle surprise. du jeu. La surprise. Et n'oublions pas, contrairement à la Coupe du Monde, qu'on a souvent sur la Coupe d'Europe de football des équipes surprises qui s'imposent. On peut noter la Grèce en 2004, le Portugal il y a 5 ans maintenant. Donc rien n'est fait sur le papier en début de compétition. On est tous d'accord en revanche pour dire que les 2 grandes équipes favorites, ce sont les Belges et les Français. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, la Belgique, c'est vrai qu'ils ont un effectif plus largement, plutôt qu'un 11 assez étoffé. On l'a vu à la Coupe du Monde où au final on s'en est bien sorti en demi-finale, mais franchement c'était un match qui aurait pu tourner dans l'autre sens, clairement. Depuis, ils ont fait des résultats très performants. Ils sont premiers au classement FIFA des sélections, donc ça reste effectivement une sélection solide. Je pense qu'on a peut-être un ascendant psychologique contre les Belges. On a quand même historiquement assez bien réussi contre eux. C'est un peu différent par rapport à d'autres sélections, notamment l'Allemagne, même si récemment ça nous a un peu plus réussi. Ouais, mais les Belges ont toujours, je pense, en travers de la gorge cette demi-finale et veulent peut-être sûrement prendre leur revanche, sachant qu'ils ont aussi un peu plus d'expérience maintenant. Des joueurs qui tutoient le sommet du foot mondial avec De Bruyne, Lukaku, Hazard ou d'autres. Tielemans, ouais. J'ai l'impression Dans son style. que cette équipe de Belgique a quand même du mal à passer un cap et être dans les grands rendez-vous. Une nation. C'est le moment ou jamais. C'est un peu l'équipe championne du monde des matchs amicaux. Puis ça peut leur faire défaut aussi de vouloir se venger par exemple sur l'équipe de France, etc. Il faut être au rendez-vous et c'est jamais bon de penser trop au passé. Donc on va voir ce que ça va donner. Absolument, il faut quand même rappeler que la Belgique est dans un groupe peut-être un peu piège avec le Danemark, la Finlande et aussi la Russie, avec des matchs qui seront prévus en Russie, messieurs. Attention, pas facile. Ça sera Russie-Belgique, donc pas simple à l'extérieur. Mais pour revenir à notre sujet du jour, à l'équipe de France, Thierry Vélo, qu'est-ce que on commence par vous ? Qu'est-ce que vous pensez de cet effectif, cette équipe ? Comment cette équipe de France a évolué depuis 3 ans, depuis cette finale à Moscou ? Qu'en pensez-vous ? Déjà, on est tous d'accord pour dire qu'on a une chance exceptionnelle depuis des années en France, c'est d'avoir un vivier de talents incroyable qui se renouvelle chaque année. Je crois qu'il y a pour tous les postes quasiment. Sauf le latéral droit. Le latéral droit, c'est quand même on s'en sort. Regardez. On s'en sort pas trop mal, mais les 2 monégasques, Sidibé, Aguilar, on peut citer aussi le champion du monde Pavard, ça reste quand même J'allais dire, celui qui se trouve au second poteau, Thierry. Non, c'est clair que je pense qu'on a quand même sur chaque poste le choix et c'est un choix de luxe, un choix de roi, un problème de riche pour Didier Deschamps qui sait gérer ça. Donc évidemment. Est-ce que la France est favorite ? Bien entendu, mais rien n'est gagné, évidemment. Et je vous dis, attention aux Belges et attention aux Anglais. Et pour revenir Thierry Ultra, vous allez dire ce que vous en pensez, mais on a quand même oublié la notion de base, c'est que certes, on va avoir certainement 3 qualifiés par groupe dans ce nouveau format de l'Euro, on n'en a pas assez parlé, mais on a quand même un groupe qui est très dense, qui est très compliqué. On a quand même des équipes qui sont pas simples à affronter. Pour rappel, la Hongrie, le Portugal et l'Allemagne. C'est pas plus mal. Tout à fait. Moi, je pense que l'équipe de France est d'une façon ou d'une autre favorite de par son statut. Mais après, je soulignerai aussi qu'on est sur une équipe qui est toujours très performante. Et on l'a vu que le match contre le Portugal, tous les joueurs ont répondu au niveau. Mais tout au long de l'année, on est quand même sur des joueurs qui en club, c'est pas ça.
Griezmann, c'est compliqué à Barcelone. Mbappé, il y a des hauts, il y a des bas. Hernandez, il y a eu des blessures. N'Golo Kanté, c'est moyen. Enfin, il y a beaucoup de bonnes choses sur les matchs qu'on a vus, mais attention à l'état de forme quand on va arriver à l'Euro. Oui, c'est clair. Là, on a, pour rappel, et c'est aussi pour ça que l'équipe de France était un sujet intéressant ce soir, c'est qu'on va arriver dans la période de 3 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022. Au mois de mars. À partir du 24 mars, tout à fait. On va affronter des équipes intermédiaires, mais ça sera quand même déjà un premier test entre guillemets pour cette équipe avant l'Euro, puisque ça sera quand même les matchs qui vont arriver, notamment le Kazakhstan, la Bosnie, de mémoire. Donc il faut aussi faire un état des lieux sur les joueurs, l'état de santé, parce qu'on est quand même une saison Covid qui est enchaînée avec la Ligue des Champions au mois d'août. C'est justement ce que je voulais rajouter, c'est que la saison pour de nombreux clubs a débuté il y a très longtemps maintenant. Et quel sera l'état de forme, quel sera l'état physique des joueurs dans une compétition qui se déroulera au mois de juin? On voit déjà Mbappé qui tire la langue depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il aura eu le temps de se retaper? On a aussi le problème des blessures. Ça arrive chaque année, mais d'autant plus cette année avec Tolisso, des gars comme Tolisso qui ne participeront pas visiblement à l'Euro. Dans le groupe qu'on va affronter, il y a des équipes qui vont tout miser sur le physique aussi, parce que techniquement on est au-dessus, mais physiquement il va falloir encaisser le groupe. Hongrois. Et il va falloir sortir en bonne forme pour la phase finale, si toutefois on sort du groupe. Bon, j'espère qu'on sortira, mais Après, physiquement, ce sera le lot de toutes les équipes, la plupart des grands clubs. Oui, je veux bien tout entendre, mais le problème des grands clubs, c'est qu'ils ont tout leur effectif qui joue principalement dans les grandes nations. Donc forcément, on va se retrouver à une période au mois de juin, on le voit déjà en Ligue des Champions et dans les championnats, où des joueurs seront complètement rincés, et les joueurs, ça sera toujours les mêmes, puisqu'ils jouent forcément dans les grands clubs. C'est certain. Et dans les grandes sélections. Mais bon, nous verrons un petit peu. Nous allons faire le tour un peu des 11. On passe au compo. Oui, les fameuses compositions 11 de Dédé. Deschamps 2.0. Nous allons commencer par notre invité du jour, par notre Thierry Ultra. Alors, ton 11 idéal, ton 11 type pour l'Euro 2021, l'équipe de France, vas-y, fais-nous rêver. En partant du gardien. C'est du classique, c'est parce que je pars du principe que on change pas une équipe qui gagne et que les joueurs que je vais nommer ont plus ou moins toujours répondu présent en équipe de France, et notamment sur les derniers matchs. Tu prends pas de risque. Vous pouvez argumenter sur les joueurs. Allez. Donc voilà, donc Hugo Lloris en gardien, une défense à 4 avec Hernandez, Varane, Kipembe et Pavard. Un milieu défensif avec N'Golo Kanté et Rabiot. On va dire 3 milieux offensifs avec Martial, Griezmann, Mbappé et Giroud en pointe. Avec une petite interrogation sur Martial que je ne mettrai pas en titulaire indiscutable. Et pourquoi pas, selon les matchs, les différents adversaires, changer. Non mais arrêtez de me parler de cet Anthony Martial. Arrêtez. Non, il a pas marqué niveau statistique, c'est pas ailier, sensationnel. C'est un coureur de fond. C'est mais pas après, un attaquant. défensivement, il fait quand même les efforts. Et... C'est pas un numéro 9, c'est un mec qui a planté 4 buts en 29 matchs. On te dit pas de le mettre en numéro 9. Numéro 9, ça reste Giroud, enfin 9,5. Mais à choisir, je mettrai Sofiane Diop, mais je pense que c'est un peu tôt, et ça, ce sera la relève. Le monégasque, Sofiane Diop. Et comme dirait Maradona, quand on arrive dans une surface et qu'on ne tire pas, c'est comme danser avec sa sœur. Marlène, sa sœur. Marlène, sa sœur, exceptionnel encore. Thierry, est-ce que j'ai noté l'attaquant, évidemment, Olivier Giroud? Oui. Voilà. Tout à fait. Oui, Giroud. C'est bon. Giroud, vous l'avez dit. Et petite, juste pour dire, importance de donner les clés du camion à Antoine Griezmann. On a noté quand même quelques différences par rapport à cette finale de la Coupe du Monde 2018, où on avait Umtiti qui est forcément blessé, Matuidi qui est absent également. Thierry, votre composition? Ouais, alors moi ça rejoint essentiellement ce que Thierry Ultra a mis en place. C'est un 4-4-2 en losange avec Lloris, Pavard, Varane, Kipembe et Ferland Mendy en défense. Je préfère Ferland Mendy à gauche. Je préfère le joueur du Real Madrid pour ses qualités offensives notamment. Et en milieu de terrain, pour revenir à Ferland Mendy, ton argument il se tient sur le fait qu'il soit très offensif. Mais en attendant, pour l'instant, Hernandez et Digne ont montré tout à fait des capacités offensives tout à fait intéressantes en équipe de France. Ouais. Mais bon, quand je vais te dire la suite de l'équipe, il y a quand même des bons joueurs défensifs avec une charnière composée de N'Golo Kanté et Paul Pogba, la charnière championne du monde. Paul Pogba, mais vous lisez des articles, monsieur mais c'est un élément indiscutable Pogba, chez Deschamps. Paul Pogba, il est blessé toute la saison, Thierry. Il fait partie de la colonne vertébrale de Deschamps. Il est blessé. Et vous connaissez
l'amour et la fidélité qu'a Didier Deschamps pour des joueurs comme ça. Donc moi, je pense qu'il est indiscutable. Je termine avec un quatuor offensif. Griezmann en 10, Mbappé sur la droite, Kingsley Coman sur la gauche et le meilleur joueur du monde, Olivier Giroud, en pointe. Merci Thierry. Ouais. J'ai quelques réserves sur Pogba, parce que je vous le répète, il est blessé. Ouais. Alors, on vous écoute, Thierry, le futur marié. Tout à fait. Alors cette équipe de France, elle est légèrement différente de celle de Thierry Ultra, mais on a quand même des points d'accord. Donc un système en 4-2-3-1 avec évidemment le meilleur gardien français du moment, et ce depuis une année, Mike Maignan, qui va dans mon équipe remplacer un Hugo Lloris complètement à la rue depuis cette saison en première ligue. N'est-ce pas un peu tôt? Il suffit de regarder les On matchs. parle du capitaine quand même. Il suffit de regarder les matchs pour s'en rendre compte. Moi, je parle d'un point de vue sportif. Je suis pas là à parler de capitaine, d'ambiance dans le vestiaire. On parle quand même d'un mec Très bien. qui apparemment ne dit pas un mot dans le vestiaire et qui est capitaine. Donc, Voilà. Maignan titulaire. Maignan titulaire. Choix effectivement. fort. Choix fort, puisque quand même pour l'anecdote, Maignan c'est quand même un garçon qui a 25 ans. Si on le lance pas maintenant, on va attendre quoi? La prochaine Coupe du Monde. Voilà. Derrière, nous avons donc Lucas Hernandez, Varane, Kimpembe qui remplace Umtiti, puisque voilà, hein, malheureusement on n'est pas très fourni dans le Jusqu'ici, au niveau de la charnière, on est tous les trois d'accord. Oui, j'aurais préféré mettre quelqu'un d'autre que Kimpembe, mais on n'a pas le choix. On va dire que l'anglais a déclaré forfait par ses dernières L'anglais, prestations. Kurt Zouma un peu court, voilà. Donc, Et à droite, une petite surprise, forcément à droite, c'est le cœur qui parle aussi, mais le terrain. Ruben Aguilar, donc le monégasque côté très en droit, forme. parce que on n'a pas encore une fois Pavard peut-être, mais Aguilar c'est une solution offensive, il fait des efforts sur le terrain, on peut pas lui reprocher. Ok. Bizarrement, je suis d'accord avec toi. Bravo Thierry. Milieu de terrain. En milieu de terrain, j'ai mis également Pogba et Rabiot. Oh mais alors là, Également- tu le critiques notre gueule. Attends, c'est quand même J'ai mis également incroyable. Pogba et Rabiot, mais je peux me justifier Ouais. puisque j'ai mis Tolisso si Pogba est blessé. Et pour l'instant, Pogba et Tolisso, les deux sont blessés. Donc, Ok. encore une Donc fois, Pogba, Rabiot. Pogba, Rabiot dans les deux milieux de terrain, et après donc Coman, Mbappé, Griezmann, c'est du classique, et Giroud devant. Ouais. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Mes Évidemment. surprises sont plus Pas de Kanté, du coup. derrière. Ouais. Non, pas de Kanté justement. C'était Rabiot, Tolisso, Kanté. Moi, j'ai jamais vraiment apprécié Kanté, donc je préfère la créativité d'un Pogba en forme, pas blessé, ou d'un Tolisso en forme, pas blessé. Eh ben, c'est tes arguments. On passe à la dernière composition d'équipe. Thierry, Tribune K, fais-nous rêver un peu. Thierry. Même choix de gardien, Maignan. Bravo, Pourquoi? très Parce que, comme à peu près les mêmes arguments que toi, dans le sens où voilà, il a 25 ans, faut le mettre dans le grand bain de l'équipe de France. Ouais. Chaque joueur a envie de jouer pour son pays. Maignan en Ligue 1, c'est un gardien qui a fait gagner des points à son club de par sa performance. Clean sheet. Voilà, Lille peut dire merci à Maignan parce que grâce à lui, ils ont gagné des points. À voir sur le plan international ensuite. Tout à fait. Une défense à 4, un système se porte vers une 4-2-3-1. Une défense Également. à 4, la même charnière que vous, Varane, Kimpembe. Varane, voilà. Kimpembe, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il a de plus en plus d'expérience. Hernandez, voilà, sur la gauche. Aguilar à droite. Le choix du cœur. Aguilar, pareil, il a eu une sélection d'équipe de France. Alors c'est un peu juste, mais je trouve qu'il c'est un guerrier sur le terrain. Il va apporter quelque chose à un poste qui est déficitaire en équipe de France. Donc je pense qu'on peut lui donner sa chance. Milieu défensif à 2, donc Rabiot, Kanté. Kanté. C'est quand même intéressant cette analyse, puisque au final tout le monde met Rabiot dans son 11. Alors pour rappel, c'est quand même un joueur qui a été décrié sur le plan international, plus pour son Non, moi j'ai pas mis, comportement. je l'ai pas mis, mais Vous l'avez pas j'ai préféré Kanté à l'expérience, mais Ouais. c'est sûr que la question peut Mais se c'est vrai poser. c'est ouais. vrai que c'est Ouais. intéressant le niveau que Rabiot a pris à la Juventus, Tout à malgré fait. une équipe qui tourne pas. Ça qui est Puis intéressant. il fait pas de bruit, Ouais. il fait ses matchs. Couplé donc à l'expérience de Kanté, ça va être très Ouais, intéressant. Pourquoi pas. Alors j'ai mis Pogba aussi juste devant eux, Sans doute. parce que, ouais, sans doute, mais Pogba Pogba en voilà, 10, hein, c'est ça un peu pour les mêmes arguments que Thierry Vélo, dans le sens où voilà, c'est un élément indéboulonnable de cette équipe de Deschamps, et je pense que voilà, il fera le job. Du Monde 2018.
Voilà. Alors sur les côtés, j'ai mis Mbappé de par ses vitesses et Coman, c'est nos joueurs les plus rapides, donc j'ai pas pris Deux flèches. Deux flèches, parce que c'est aussi le style de l'équipe de France de jouer rapidement. Sachant que derrière t'as quand même Hernandez et Aguilera qui sont aussi assez rapides. Hein. Ouais, donc là ça va envoyer du lourd. Et puis en pointe, alors j'ai mis Giroud. Giroud parce qu'il cesse de 4 fois Giroud de et me Giroud. surprendre. Ah ouais, il cesse de me surprendre ce joueur. À chaque fois qu'on l'annonce, Quelle carrière. au bout, etc. Et ben il est là et il plante des buts. Il prouve il est éblouissant. Ah mais il est incroyable ce joueur. Je noterai aussi que c'est l'un des joueurs, d'ailleurs c'est le joueur le plus âgé de l'équipe de France. Ouais. Et c'est l'un, il fait jamais parler de lui niveau blessure ou très rarement, Ouais, contrairement exactement. à tous les autres qui récemment ont eu des états de forme un peu plus... Ouais, c'est quand même bon signe qu'au final on se retrouve sur quasiment la totalité Et des joueurs. je note quand même que tu n'as pas voulu mettre Griezmann. Griezmann qui est l'un des talents de Ouais, cette c'est équipe vrai, de Je l'ai France. pas mis. c'est vrai. Tout simplement pour l'argument de Thierry Ultra, je partage le même avis, dans le sens où avec Barcelone, il fait pas une saison exceptionnelle. Donc j'ai misé sur un joueur qui apporte... Tu sais qu'au regard de Didier Deschamps, peu importe la saison en club, c'est l'expérience en équipe de France. Mais c'est ma compo. Ouais, Pas celle de Didier ouais, Deschamps. ouais. Thierry, voilà. Lucas, nom de Bravo, Didier Deschamps, bravo. donc, Après c'est intéressant dans le sens où on est tombé d'accord sur, on va dire, les 13-14 joueurs qui vont oui, former le 11, et évidemment on se doute bien qu'il va pas y avoir le même 11 à tous les matchs, donc il y Évidemment. aura des Après, ajustements selon les évidemment. adversaires, les états de forme. Mais... Deschamps reste quand même un entraîneur qui est un peu conservateur dans son 11, donc dans tous les cas, il ne fera pas malheureusement les changements que certains ont espéré. Aguilar, les Maignan, on ne les verra malheureusement pas, mais ça peut être une bonne solution pour la Coupe du Monde l'année suivante, puisque la Coupe du Monde sera quand même un an plus tard seulement. Mais nous verrons ça plus tard au mois de juin, avec les dates de l'Euro, je vous rappelle, du 11 juin au 11 juillet, qui seront diffusées sur TF1, M6 et beIN Sport. Très bien, très bien. Allez, on passe tout de suite au souvenir du jour. C'est parti, Non, messieurs. Thierry, on s'en fout, on s'en fout pas. Putain, Thierry. On a une émission d'une densité, les copains, cette semaine exceptionnelle. Et on va passer tout de suite à la capsule. On s'en fout pas. Et nous allons tout d'abord commencer par ce que l'on a appris il y a quelques jours. France-Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde. On s'en fout pas? On ne s'en fout pas, c'est une superbe affiche et vivement la Coupe du Monde en France pour débuter cette compétition avec le France-Brésil du rugby. On s'en fout pas? On ne s'en fout pas, ça reste je rejoins les arguments d'Ultra Vélo, c'est une grosse affiche, on est toujours content de l'avoir en ouverture. On s'en fout pas, la même chose. France-Nouvelle-Zélande, c'est une belle affiche. Donc il me tarde d'avoir ce match d'ouverture pour cette Coupe du Monde. Encore un peu tous le les temps, ans en mais- France. Thierry Henry qui a démissionné de son poste au Canada. On s'en fout pas? Oh, c'est passé quasiment dans l'anonymat, en tout cas. Donc Oui, c'est on devenu s'en- une on habitude s'en pour fout. lui, hein. Ouais, Et il a démissionné avant de se on faire s'en licencier, c'est pas mal. Il n'a pas pris le chèque. Thierry? On s'en fout un peu, carrément. On s'en fout un peu aussi parce que clairement, voilà, c'est pas la première. Je crois qu'en plus il démissionne pour raison familiale. Ouais, Alors c'est ce qui a été confinement. avancé, donc on sait pas. Est-ce qu'il va rejoindre un mais, autre club en ouais. Angleterre en attendant Ouais. Trop loin de ses enfants, soi-disant. Ouais, voilà. Mais après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera jamais un grand entraîneur. Oui, on sait pourra- jamais dans la on vie, pourra- mais pour l'instant, ça risque on en est loin. Ça a et- été un grand attaquant, mais pas un grand entraîneur. Il n'a pas joué à l'Olympique de Marseille. Vous parlez de Marseille, donc on a évidemment appris il y a quelques jours aussi l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille, en tant qu'entraîneur. On s'en fout pas. Thierry Tribunka? Alors, je voulais dire je m'en fous, mais en fait, je vais dire je m'en fous pas. Parce que, en fait, je comprends pas Marseille. Déjà que c'est un club un peu particulier, où voilà, on connaît un peu, ils s'invectivent rapidement, etc. Là, ils ont pris un mec Qui va foutre le feu. qui va foutre le feu encore plus. Absolument, Thierry. Donc je comprends Absolument. pas la prise de position de Marseille, alors que voilà, autant prendre un mec. Ils se sont dit, Par exemple, dans un préféré un brasier mec ou avec plutôt un sage. pyromane. Ben oui, un mec à la Kovacs, tu vois, qui apporte, je sais pas, Oui, de la classe. Mais c'est son pas calme, Marseille. ouais. Ils savent pas faire là-dedans. Ah, Ils ont pris un mec qui va tout péter encore. C'est le feu. Regarde la C'est preuve. au sens propre. c'est Il le part feu. de son club là. Le pyromane. Voilà, il part de son Sampaoli. club de la mauvaise des manières et il va. Petit Alors, Bobby je crois Niro qu'on est au tous Brésil. d'accord pour dire qu'on ne s'en fout pas. C'est quand même une information importante à noter. On s'en fout pas, et puis c'est ça, ce qui est marrant, c'est que soit ça va être l'amour fou, soit ça va être un fiasco et la guerre. C'est clair. Le Biarritz Olympique qui s'approche du top 14. Qu'est-ce que c'est beau, Pas. qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, mon cœur parle et on s'en fout pas évidemment. C'est une très bonne nouvelle et on espère voir les Biarros en top 14 la saison prochaine. Ça semble bien parti.
On ne s'en fout pas, évidemment. Ce sont des clubs qu'on est toujours content de voir. Qu'on est toujours de voir en première division, en top 14. Comme on prend l'exemple du foot, on est toujours content de voir Lens, Nantes, Bordeaux en première division. Ce sont des classiques. C'est pas des clubs de Mastres. Mais on s'en fout pas, pour ma part également, parce que Biarritz, ouais, c'est partie des clubs historiques, et il me tarde de les revoir en top 14, en tout cas c'est leur place. C'est pas gagnant en tout cas, parce qu'ils sont 3e, mais en tout cas ça semble bien parti. Une info qui n'est pas actualité mais qui est quand même importante, on annonce une fin de série en Serie A avec la Juventus qui va sûrement être délogée de son titre au profit de l'Inter. On s'en fout pas? On s'en fout pas parce que la Juve, on connaît une décennie de Juventus. Honnêtement, c'est une performance extraordinaire de faire une décennie de titres. Donc on peut pas s'en foutre. Une performance comme ça, c'est à souligner. Et à un moment, la série s'arrête. Et c'est bien aussi pour le football italien d'avoir un nouveau champion. Circus. Voilà. Ouais, bah après, je vais prendre ton contre-pied. On s'en fout un peu. Ça reste. Il faut vraiment être spécialiste de foot pour suivre la Serie A. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui passe du temps le week-end à regarder des matchs de Serie A. T'as que Canal Plus et. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça rejoint le coup de gueule de. Les matchs ils sont à midi 45. Achète. Je mange à cette heure-ci. Je mange. Vous rigolez. Non mais on s'en fout. Dans le sens où on s'en fout un peu, c'est que même si ça reste c'est la Juve, ils ont enchaîné les calcios ces dernières années. Mais on va dire qu'en sur la scène européenne, ils n'ont pas forcément brillé, quelquefois de manière ponctuelle, mais c'était pas non plus la folie. Donc. C'est vrai. Et dans l'oreillette, on m'informe aussi d'une dernière information, la reprise de la Formule I sur Eurosport en France. Thierry Tribunka, je pense que ça vous tient à cœur cette discipline. Exactement. La Formule I, oui, donc a repris. Ça a été une course assez spectaculaire. Palpitante. Il y a eu 2 manches. Il y a eu 2 manches ce week-end. 2 manches, tout à fait. Il y a eu un accident spectaculaire, Alex Lynn, et il va bien. En tout cas, donc la reprise de la Formule I, c'est. Je suis soulagé parce que j'avais peur pour lui. Non, je rigole. On s'en fout. Allez voir les images parce que c'est quand même assez impressionnant. Complètement. Voilà. Merci à vous. Nous allons maintenant passer au moment souvenir sport français. Un moment, je pense, historique, Thierry. Je pense que c'est votre choix cette semaine. Hein. Ouais, c'est un choix collectif. C'est au final le jour où Vincent Defrane a mis Oléniar Bjørndalen à ses pieds. Nous avons souhaité avec les Thierry revenir sur cet épisode légendaire du sport français. Replongeons-nous en cet hiver 2006 aux Jeux Olympiques de Turin. Nous étions le 18 février. C'est parti, jingle. Il attaque, il fait un tour. Ils vont se retrouver ensemble. Le plus fort sur la piste sera champion olympique. Voilà. Vincent à 50 mètres d'avance. Oh là là, l'arrivée au sprint ça va être stratégique, je dirais, plus que physique. Quelle belle arrivée. Il ne faut pas se retourner, Vincent. Il faut pas se retourner. La première place ou la deuxième place pour Vincent Defrane dans ce petit raidillon avant le sprint de l'arrivée. Donc ce petit virage que je vous annonçais. Non, c'est pas vrai. Il vient de faire l'erreur qu'il fallait pas faire. Il va tout donner maintenant pour revenir sur Bjørndalen. Peut-être que Bjørndalen ne s'est pas rendu compte de cette petite erreur de Vincent Defrane. Vincent Defrane est revenu. Le sprint maintenant, avantage à Bjørndalen. Vincent Defrane sur le côté droit de votre écran. Vincent Defrane est en train de passer Bjørndalen. C'est incroyable. Vincent Defrane, champion olympique. Ce n'est pas vrai. Vincent Defrane sur la piste est le meilleur. Vincent Defrane. Oh, qu'il est bon le biathlon français. Il est merveilleux, Vincent Defrane. Oh là 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 là, incroyable, quel moment, le Jurassien qui remporte ce fameux titre olympique, c'était Quel Grand Prix. C'était le seul titre d'ailleurs individuel de sa carrière, mais quelle émotion. Pas terminé ce Grand Prix. On retombe sur ses commentaires. Il faut dire que c'était assez inattendu et espéré jusqu'ici. Le Français avait pas fait une saison incroyable, il partait en 5e position de cette poursuite. Il était dans l'ombre de Raphaël Poiré quand même. Ouais, exactement. Et on recontextualise, je vais y arriver. Il fait une remontée spectaculaire, 15 sur 15 au tir. Oui. Et duel dans ce dernier tour au sommet face à la star de l'époque, la légende vivante du biathlon mondial, Bjørndalen, le Norvégien. Ole Einar Bjørndalen. Et puis c'est vrai que là, dans ce dernier virage, le duel qui s'annonce, quel moment, fait semblant de chuter, enfin en tout cas il a failli chuter. Il remonte, il le dépose, c'est incroyable. Et puis il avait pris une pénalité sur le dernier anneau. Il est parti avec quand même du retard sur le dernier kilomètre.
Et dans le dernier virage, quand on l'a vu tomber, en tout cas se prendre le ski dans le patin, je sais pas trop ce qu'il a foutu, on a cru que c'était fini. Ouais, et puis, quelle remontée, mais quelle remontée. C'était inattendu parce que jusqu'ici la star du biathlon en France Bien sûr. c'était Raphaël Bon, Poiré. Raphaël, hein. Raphaël Poiré était dans les choux, on peut le dire, sur ces biathlons. Et sur les Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il était en difficulté. Hein. Non, c'est là où on se dit quand même, ce qui est incroyable, c'est ces sportifs qui font pas pour autant une carrière extraordinaire, mais qui sont là le jour J au rendez-vous. Et la preuve, on en parle encore. Exactement. Et puis, il a permis aussi aux Français de faire développer cette discipline encore plus que par Raphaël Poiré ou après Simon Fourcade, Martin Fourcade. C'était le début. Vincent Defrane a permis à ce sport, comme on en parlait pour le rugby la semaine dernière, de se développer, de faire des grosses audiences d'ailleurs sur la chaîne L'équipe. Ouais, mais c'était le début, Et c'était le premier voilà, point. Faut parler de l'exploit en lui-même. Vas-y, c'est bien, vas-y, Thierry. mais il faut dire qu'il était parti 5e, je crois. au Ouais, départ c'est de la ça. poursuite. C'est ça. Il est remonté petit à petit. Il a déjà et fait puis, un bon sprint. Hein. Voilà, il a construit sa victoire et dans le dernier virage, ce coude à coude mémorable, c'est l'exploit français de ces JO et c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ça lui vaudra aussi le titre de porte-drapeau de la sélection française, de la délégation française à Vancouver 4 ans plus tard, même si depuis 2010, ouais. il n'aura plus jamais gagné, mais il a été fort ce jour-là. Il a gagné et ça la fois restera, où il fallait. voilà, exactement. Simplement. Exactement, et Ça reste un champion. ça a lancé l'histoire d'amour entre le biathlon et les Français. Ouais, c'est vrai que dans l'histoire du sport français, quand on a cherché un peu les sujets, ça reste quand même un élément énorme des Jeux Olympiques, hein, été Et hiver pour confondu. pour nous, c'était un de nos premiers souvenirs de biathlon. Ouais. Vincent, si tu nous écoutes, bravo encore. Bravo. Merci Thierry, maintenant nous allons passer, je crois, au quiz du jour qui a encore été concocté. Est-ce que vous par êtes amour. chaud, les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes prêts? Oui. Ouais, ça a pas l'air, hein. Oui, Ça a pas l'air. Ça a pas parlé que de cyclisme. Bah, ça a pas l'air parce que j'ai l'impression de m'être fait entuber. Il y a 2 semaines, Je rappelle. J'ai l'impression que vous foutez de ma gueule. Alors, il y a une victoire du côté de la tribune K, une victoire du côté du futur marié, et là, on a un troisième. On va laisser qui- gagner on verra. l'invité cette semaine. qui arrive. on va Attention. essayer. Alors c'est parti pour ce quiz qui se déroulera comme il y a 2 semaines en 3 parties. On va commencer tout d'abord quiz avec le point commun. Je vais vous citer plusieurs clubs. Il y a un point commun entre tous ces clubs. Messieurs, c'est parti, ça parle de foot. On y va. Hein Le FC Séville. Désolé. Séville. Séville. Pas Séville. C'est bon, t'as interdit d'Espagne, quoi. Sporting Cristal. Emelec. Sporting quoi? Sporting Cristal. Pas le Crystal Palace. Emelec. Santos. L'Atlético Mineiro. Le Chili. L'Argentine. Je peux encore vous citer quelques Jorge clubs. Sampaoli. Bien joué Thierry. Bravo. Un point. Ce sont les clubs dans lesquels Le futur marié, s'il vous plaît. Il fallait suivre l'actualité. Thierry le futur marié, un point. Ce sont les clubs dans lesquels le nouvel entraîneur de l'OM a entraîné. Un point pour Thierry. On va passer tout de suite au Kikadi. Un point pour Thierry, le futur marié. On va passer tout de suite au Kikadi. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Oui. C'est de l'actualité, des phrases qui ont été citées dernièrement. C'est parti. Des phrases ou la phrase? Hein, une phrase. D'accord. D'abord, tu te tais, toi, Eric. Ah oui. Oui, je l'ai. Attends, tu peux Je l'ai, répéter? Je l'ai. Bernard Laporte. Bernard Laporte. Ah oui, monsieur. Un point. Sur RMC. Invité du Super Moscato Show la semaine dernière, Sur le président de la Fédération française de rugby a défendu le sélectionneur Fabien Galtier Oui. a eu une vive altercation avec le consultant Eric Dimeco. D'abord, Absolument. toi tu te tais, Eric, et d'ailleurs ça a entraîné Eric Dimeco qui est parti de l'émission. Ouais, j'ai regardé l'émission, Gros très clash, régulièrement. gros clash. Ouais. 2 points t'as raison, pour t'as Thierry, écouté. le futur marié. Le podium, c'est tabou. Kovac. Ah. Oh là 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 Quel là. point. 3 points. Et je suis chaud ce soir. C'est Thierry futur marié qui a fait le quiz. Ouais. Nico Kovac au sujet des objectifs de l'AS Monaco pour cette fin de saison. Après la victoire contre Brest. Exactement. 3-0. Attendez. Oui, vas-y. Ouais, attends, dernière Ouais. question, il y a 4 points. C'est bon. Allez, ça fait 3 points. pardon. 3, s'il vous plaît. C'est un week-end à oublier de toute façon. Christophe Galtier. Ouais, j'allais Non, dire ça. pas Galtier, non. Julien Stéphan. Non, ça ne concerne pas du Attends, foot. attends. C'est pas du foot. C'est pas du foot, c'est pas du Pas foot. du foot. Ça pas le droit de numérer, Ça concerne le week-end dernier. Messieurs, Qu'est-ce que. quelqu'un qui a connu une journée cauchemardesque. C'est un week-end à oublier de toute façon. Normalement, c'est Romain Grosjean, mais. Ah, mais ça peut c'est être, quasiment le même sport. ça peut être Pinot aussi. C'est... Ogier.
Oh, bien joué Ogier, bravo Thierry, Thierry qui vient de marquer le Thierry Ultra 3-1 au sujet de la journée catastrophique qu'a vécu le Français samedi en plantant sa voiture pendant 20 minutes dans un mur de neige. Tout à fait. Dernier qui a dit l'objectif c'est de récupérer ma couronne. Ah, sinon. Vous deviez dire le sport, je crois. Le sport, ça rejoint, c'est du sport automobile. Allez, dépêchez-vous. On va pas dire Romain Grosjean déjà. Récupérer sa couronne. Ouais. Alonso. Non, ça concerne, Les 24 heures. ça concerne une autre discipline. On l'a évoqué pendant l'émission. Une discipline qui a repris durant le week-end. Formule E. Ouais. Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne, bien joué bien joué. Thierry. Thierry l'Ultra qui revient à Ouais, hauteur retard, de Thierry, le futur marié. 3-2. 3-2. Et puis on va attaquer la dernière partie. Attention, il y aura 2 points sur cette question. Suspense absolu. Le qui suis-je? Pouvez-vous me citer la personnalité suivante présente dans le monde du sport? Vous connaissez tous cette personnalité. Le sport. C'est parti, n'hésitez pas à me couper si vous avez la réponse et je pense que ça va être rapide. Commence déjà. C'est parti. Je suis né à Rodez le 1er juillet 1964. Tout au long de ma vie, j'ai exercé de nombreuses activités au sein de mon sport. J'ai commencé ma carrière en évoluant au poste de numéro 9 dans mon club formateur Gaillac. J'ai ensuite rejoint Bordeaux où je suis devenu champion de France en 91. 2 ans plus tard, je mets fin à ma carrière de joueur et je débute ma carrière d'entraîneur. J'ai entraîné jusqu'à ce jour 3 clubs, Bordeaux, le Stade Français et Toulon. Le grand public me connaît également pour mon passage à la tête du 15 de France en tant que sélectionneur. On me connaît aussi pour les missions que j'ai exercées comme secrétaire d'État chargé des sports pendant 2 ans. Je suis à la tête de la présidence de la Fédération française de rugby. Bien joué Thierry. T'as mis 2 fois le même mec? De quoi? On l'a déjà eu Bernard Laporte. C'est pas grave, c'était le jeu. J'ai pensé au début. Mais oui, mais tout de suite. Qui suit Bernard Laporte, ça fait 2 points pour Thierry Tribunka. Bernard Laporte, vous Ça déconnez. fait 2 points pour C'est, Thierry Tribunka, 2 points pour Thierry l'Ultra, mais je crois qu'il y a eu 3 points marqués en début de jeu par Thierry le futur marié qui remporte une nouvelle fois. C'était la question. On va donner une deuxième là. Très beau. Bravo, merci. Donc ça très très fort, on est allé Tout vite. ça parce que t'as écouté Eric Demeco. Voilà. Merci. Super. C'était pour conclure cette émission, n'est-ce pas Thierry? Merci à tous. Oui, merci merci. à toi pour ce quiz exceptionnel une fois de plus. Bon, une belle émission encore cette semaine. Bravo à l'Ultra qui a été fait une belle entrée dans l'émission. Merci de m'avoir accueilli. Belle remontée dans le quiz. Un bel avis sur son édito. Et nous nous retrouverons dans 15 jours pour la 4e émission. Merci encore de nous avoir suivis. Je sur crois les réseaux qu'on me sociaux. dit à l'oreillette que ce sera une spéciale F1. Hein. Oui, Ah, c'est vrai, quand même. oui. Pour l'ouverture de la saison 2021 de Formule 1. Il était temps. Par contre, Et- j'espère que pour le Thierry Tribunka, j'espère que ce sera un kiss spécial F1 par contre. Oh ouais, il sera peut-être meilleur. Alors, allez, Je rendez-vous vais mettre la gomme, je vous le dis. dans 2 semaines. Et messieurs, n'oubliez pas. Ce soir, ça va se savoir. Bonsoir. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain.